Salut tout le monde, Alex Chabot avec vous autres, aka le Chabotage. Un beau cadeau de Noël que j'ai eu grâce à mes parents, une nouvelle caméra haute définition, donc je peux enfin refaire ce que je faisais il y a quelques années. Je vais peut-être pas refaire des chabotages, mais j'ai un projet qui germe en tête, qui ressemble un peu à chabotage, mais ça va être différent d'une certaine manière. C'est sûr que bon, avec le temps, on mature, on devient plus mature et on essaie de faire plus attention à ce qu'on dit. Mais bon, il va y avoir plein de vidéos qui vont s'en venir, ça je vous le promets. Et bon, première vidéo officielle, c'est les meilleurs films de 2014. Vous le savez, j'adore le cinéma, j'en parle tout le temps. Je vous achale avec mes critiques Twitter via Facebook. Et les années antérieures, j'avais tendance à faire un top 10, top 15, c'était assez variable. Sur Facebook et j'ai décidé de faire changement, j'ai décidé de faire une vidéo. C'est toujours plus plaisant de faire une vidéo et d'en parler tel que de l'écrire via Facebook. Moi j'aime bien mieux parler devant la caméra, j'aime toujours un peu avoir de l'attention. Non mais sérieusement. Les films de 2014, il y a eu beaucoup de bonnes choses, ça a même été assez difficile de faire un top 10, même il y a 2 ex-aequo dans mon top 10, preuve que ça n'a pas été facile. Donc c'est plus proche un top 12 qu'un top 10. Et des mentions honorables aussi, je vais y venir dans quelques minutes. Mais tout d'abord, bon, il est arrivé un petit, pas pépin, mais quand même un événement assez important vers proche de l'automne, donc je me suis retrouvé sans emploi. Heureusement qu'il y a l'assurance chômage qui est là, parce que honnêtement, je sais pas comment je ferais pour vivre. Mais disons que tous les bons films, tous les films qui ont des nominations par exemple aux Golden Globes ou aux Oscars, sont tous sortis dans la période où je n'avais pas d'emploi. Alors, eh bien, j'ai pas vu des films comme Birdman, Whiplash. J'ai pas vu Interstellar, j'ai pas vu John Wick. Ben John Wick est pas nominé, mais j'aurais vraiment voulu aller le voir. J'ai pas vu non plus Nightcrawler. Donc il y a plein de films primés que j'ai pas eu la chance de voir. Donc j'étais un petit peu déçu de mon décompte. Mais reste que bon, reste que j'ai vu des super bons films en 2014. Comme je dis, ça a été difficile de faire une liste. Et sans plus tarder, on va commencer avec les mentions honorables. Tout d'abord dans les mentions honorables, actrice qui s'est beaucoup démarquée en 2014, Shailene Woodley. J'ai 2 films dans mes mentions. Tout d'abord Divergence, excellent film grand public, c'est basé bon sur une nouvelle, sur une saga littéraire populaire. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un Hunger Games du pauvre, mais je suis pas d'accord du tout avec ça. C'est une histoire super originale, c'est très bien réalisé par Neil Burger, le casting est convaincant. Il y a un triangle amoureux, mais c'est pas quétaine, c'est bien fait. Les scènes d'action sont vraiment cool, surtout dans le dernier tiers. J'ai même trouvé ça assez brutal pour un film grand public et j'aime ça comme ça. J'aime bien mieux qu'il y ait de l'action qui rentre plus dedans que de l'espèce de censure parce que c'est grand public. Non, moi je veux voir de l'action. Ça réussit. Puis j'ai hâte au deuxième, Insurgé, qui sort en mars 2015. Deuxième film de Shailene Woodley, The Fault in Our Stars, Nos étoiles contraires. Si vous vouliez brailler, avoir le moton en 2014, c'était vraiment ce film-là qu'il fallait voir. C'est un film touchant, poignant, qui est un peu cruel même sur le cancer. C'est un film qui touche tout le monde. Vraiment, c'est une œuvre essentielle. Et si vous voulez un bon drame touchant qui est pas quétaine du tout, Nos étoiles contraires, c'est un excellent film. Acteur qui s'est démarqué beaucoup en 2014, et c'est notre ami Harry Potter, mais non, son nom c'est Daniel Radcliffe, il essaye de se décoller de ça, et il réussit assez bien. Tout d'abord, The F-Word, Ici Jamais, excellente comédie romantique qui était rafraîchissante, intelligente, drôle, cute. Daniel Radcliffe est très charismatique là-dedans, et c'est un film qui est pas quétaine du tout, vraiment excellent film romantique, qui va plaire autant aux filles qu'aux gars. Et autre film de Daniel Radcliffe un peu plus hardcore, c'est Korn, Horns, scénario beaucoup plus vulgaire. C'est un thriller horrifique qui est non conventionnel, excellente réalisation de Alexandre Aja. Et c'est vraiment cool de voir Daniel Radcliffe partager l'écran avec Juno Temple, 2 acteurs que j'admire beaucoup. Et Daniel Radcliffe, c'est son meilleur rôle en carrière jusqu'à maintenant, honnêtement. Faut voir ce film-là, c'est pas pour tous, c'est assez dark, c'est assez violent, mais j'ai adoré ça, Korn's Horns. Autre mention honorable, gros mot, Bad Words avec Jason Bateman, comédie vraiment absurde, cru, c'est doublé en joual, joual c'est doublé en québécois comme je parle présentement, et ça aide beaucoup au côté comique du film. J'ai ri beaucoup pendant ce film-là, ça me faisait même penser un petit peu à du John Waters, pas beaucoup mais un petit peu. Vraiment je vous conseille fortement ce film-là. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais il y a une bonne histoire en arrière de ça. Très bon film. 2 films qui sont assez similaires, mais qui sont tous les 2 très bons.
Cold in July, Juillet de sang et Blue Ruin. Juillet de sang, excellent film en raison du casting. Michael C. Hall, Sam Shepard et Don Johnson, un trio très charismatique. Ils ont une très belle chimie ensemble. C'est un film qui est assez imprévisible. On est vraiment captivé par tout ce qui se passe. On sait pas qu'est-ce qui va arriver, mais on est tenu sur le bout du siège vraiment. Et la fin détonne, le dernier tiers détonne. Ça me faisait penser à un bon vieux film d'action des années 70 comme Death Wish avec Charles Bronson. Excellent film. Et l'autre film similaire, Blue Ruin, un autre film qui est assez imprévisible, qui est plus clinique, c'est réalisé c'est plus froid un peu. C'est un vagabond qui décide de venger la mort de ses parents, il attend la sortie de prison du meurtrier de sa famille, et ça arrive 20 minutes, il le tue tout de suite après 20 minutes du film, je vous en dis pas plus, mais c'est un film qui surprend beaucoup, qui est très violent, c'est bang in your face, les effets gore sont impressionnants dans ce film-là, et c'est un excellent film de vengeance qui malheureusement a eu une sortie très limitée. Si vous avez l'occasion de voir ce film-là, crachez pas là-dessus, écoutez Blue Ruin. Suite totalement improbable, mais qui m'a agréablement surpris, Wolf Creek 2. Le premier était endormant au possible. Celui-là, c'est un spin à 180 degrés. Beaucoup d'action, il y a du gore, ça pisse le sang et c'est très bien fait. Ginger Rat est super charismatique en tant que vilain. C'est un film qui est très différent du premier. Si vous avez fait Arc le 1, c'était plat, c'était plat. Celui-là, même si c'est le deuxième, ça suit pas en fait. C'est vraiment, on garde le même personnage. On regarde le personnage meurtrier de John Jarratt, mais sinon, c'est pas pareil du tout. Et laissez-y une chance, c'est vraiment nice. Excellente comédie, Let's Be Cops, soyons flics. Faut laisser certaines choses de côté. Faut regarder ce film-là, le cerveau à off. Si vous êtes capable de le faire, vous allez passer un excellent moment. La Petite Reine, film québécois, film sur Geneviève Janson. En fait, c'est pas vraiment Geneviève Janson, mais c'est vraiment inspiré. C'est juste qu'ils ont changé le nom du personnage principal, mais sinon, c'est la biographie de Geneviève Janson, cycliste qui a gagné plusieurs prix, mais qui finalement faisait du dopage, donc elle s'est retrouvée dans l'embarras. Excellent film, le casting est super bon. Patrice Robitaille est intimidant, il m'a foutu la chienne une couple de reprises. C'est vraiment un de ses meilleurs rôles en carrière. Et c'est un film qui est très bien réalisé aussi. C'est presque réalisé à l'américaine. Et les séquences de course à vélo sont palpitantes. Et d'habitude, je suis pas un gars qui tripe sport, mais là-dedans, c'était bien conçu, bien monté, très bien réalisé. La Petite Reine, je vous le conseille. How to Train Your Dragon 2, Dragon 2, film d'animation sublime, les effets 3D sont géniaux et les scènes de bataille sont vraiment épiques. C'est là un film d'enfant qui est pas niaiseux du tout, qui a des belles morales, qui est divertissant à fond, ça va plaire autant aux enfants qu'aux parents. Dragon 2, je vous le conseille fortement. Et ma dernière mention honorable, Nymphomaniac, volume 1 et 2, dernier film de Lars von Trier. Il a même dit en entrevue que ce serait peut-être son dernier film à vie. J'espère que c'est pas le cas. J'adore Lars von Trier. C'est du cinéma assez transgressif, par exemple. C'est pas pour tout le monde. Le film est 18 ans et plus. Et les scènes de sexe sont assez explicites. Il y a même un Director's Cut qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Le film dure 4 heures. Le Director's Cut dure 5h30. Et là, il y a vraiment aucune censure dans le Director's Cut. Peut-être que je vais avoir la chance de le regarder, mais pour l'instant, c'est la version cinéma. Épopée de 4 heures sur la vie trouble d'une nymphomane. Charlotte Gainsbourg est vraiment bonne dans le film. Faut aimer le style de Lars von Trier, honnêtement. C'est vraiment cru, c'est vraiment nihiliste par bout. Le volume 1 se démarque plus que le 2. Le volume 1, vraiment, on sent les chapitres sont différents. Il y a une teinte, on sait que vraiment, les chapitres se distinguent des uns des autres. Et le volume 2 est plus terre-à-terre, plus cru. Mais j'ai apprécié les deux volumes et la fin est typiquement Lars von Trier. Je vous le conseille fortement. Et maintenant, sans plus tarder, le top 10, les meilleurs, la crème de la crème des films que j'ai vus en 2014. Et des films que je vous conseille sans hésiter, les 10, même si, bon, c'est question de position et c'est mon intérêt personnel. C'est sûr que c'est une question de goût rendu là, mais c'est là mes 10 films favoris de 2014. En 10e position, Edge of Tomorrow, Un jour sans lendemain. Un film qui m'a vraiment surpris. J'avais des attentes extrêmement basses. Quand j'avais vu les bandes annonces de ce film-là, je me disais, bon, c'est une espèce de jour de la marmotte mélangé avec Gears of War. Ça n'a pas l'air original du tout, mais au contraire, c'est le film le plus original de l'année. Film de science-fiction qui vraiment rentre au poste. Les scènes d'action sont super bien réalisées. On est vraiment scotché au bout de notre siège. On veut savoir qu'est-ce qui se passe. Et Tom Cruise fait un rôle un tantinet différent. Ses derniers rôles étaient comme, bon, je suis Tom Cruise, je suis invincible. Mais non, là-dedans, il fait une espèce de caporal de l'armée qui fait juste donner les ordres. Il n'a jamais été au front. Et là, il se retrouve au front. Et avec la situation qui se passe, dans le fond, il faut qu'il affronte des bébites mutantes, robots un peu. Et il tire dessus, il reçoit du sang. Et là, il revit toujours. Il meurt, mais il revient tout le temps au même moment. Et c'est un film qui jumelle assez bien, bon, Le jour de la marmotte et Les voyages dans le temps. Emily Blunt est solide aussi dans ce film-là. Et c'est un film qui est comme, bon,
qu'est-ce qui se passe, comment ils vont faire pour détruire la bébite mère. Vraiment, j'ai super accroché à ce film-là, j'ai adoré ça. En 9e position, le dernier film de Wes Anderson, The Grand Budapest Hotel, l'Hôtel Grand Budapest. Ray Fiennes fait ce film-là, honnêtement. Ray Fiennes est tordant. D'habitude, il fait des rôles sérieux, mais là-dedans, il prouve qu'il y a un timing comique, qu'il délivre ses lignes de manière savoureuse. Les dialogues sont savoureux. Et c'est le film le plus absurde et le plus noir de Wes Anderson. Il y a des moments assez violents dans ce film-là. Presque Tarantino, mais ça fait rire. C'est vraiment un film que je me suis éclaté du début à la fin. C'est super bien réalisé. Wes Anderson est vraiment un perfectionniste. Et même, je pourrais même presque dire que c'est le prochain Stanley Kubrick. Plus de la comédie, parce que Wes Anderson n'a jamais fait vraiment de films sérieux. C'est surtout des comédies absurdes, douces amères, mais c'est un de ses meilleurs films en carrière. Et c'est un film qui a beaucoup de nominations dans tous les prix de prestige, et ça se comprend. Et c'est un film qui surprend, qui est original, qui est drôle. Vous allez vous amuser. C'est sûr qu'il faut aimer le style à Wes Anderson, mais boy que je me suis amusé à regarder ce film-là. The Grand Budapest Hotel, 9e position. Mon premier ex-aequo, en 8e position, deux films qui traitent de l'adolescence, de la jeunesse. Le premier, c'est une comédie québécoise, l'autre, c'est un film indépendant américain. Premier film, 1987, de Ricardo Troggi. Je peux dire à l'instant que c'est son meilleur film en carrière. 1987, c'est la biographie de Ricardo Troggi. Et là, c'est dans son adolescence où la puberté est arrivée. Là, lui, il voulait sortir d'un bar, être majeur, il voulait ouvrir un bar, avoir rencontré des filles, puis vivre ses premières relations. Mais c'est un film que tout le monde va se reconnaître là-dedans. Ça, c'est sûr et certain. Il y a des moments d'anthologie dans ce film-là. Je veux pas aller dans les spoilers pour ce décompte-là, mais la scène du restaurant et de la voiture, en fait, ça se passe dans le même moment, là. C'est la scène la plus drôle du film et la plus genre, oh mon dieu, mais comment il va faire pour s'en sortir? Vraiment, ça va être un futur moment d'anthologie. Et comme je dis, on se reconnaît dans ce film-là. C'est super bien réalisé. Il y a des idées de montage hyper originales. Et vraiment, c'est je pourrais presque dire la comédie de l'année. Et c'est un excellent film québécois. Et aussi dans la 8e position, l'autre ex-aequo, eh bien c'est Boyhood, jeunesse de Richard Linklater. Un film que, tous les critiques disent que c'est le meilleur film de l'année, mais ça c'est juste à cause d'une statistique intéressante, et vraiment il fallait le faire un jour. C'est que le film a été filmé sur une échelle de 12 ans. Donc on voit les personnages vieillir et grandir. Pas en temps réel, mais oui, si on pourrait dire ça, en temps réel d'une certaine manière. C'est un film qui est super bien réalisé. C'est une espèce d'album photo de 3 heures et tous les gens vont se reconnaître là-dedans. Moi, je trouvais ça intéressant de voir un peu, il joue avec une Game Boy Advance, plus le film avance, il joue avec une Wii par exemple. Je trouvais aussi que c'est un film qui nous fait réaliser l'importance de la vie aussi. C'est un film qui est sincère dans son approche. Il n'y a pas de rebondissement. C'est pas un film qui est hyper scripté. C'est réaliste du début à la fin. Le seul moment que je pourrais dire qu'il y a rebondissement, c'est un des beaux-pères au petit gars, à Mason en fait, qui s'appelle. C'est un alcoolique violent. Puis c'est peut-être le seul bout où ça brasse, mais sinon c'est un film assez tranquille, et c'est pour ça que je le mets en 8e. C'est pas un film qui a une grande capacité d'écoute. Peut-être que je vais le réécouter, mais peut-être pas l'année prochaine, peut-être quand je vais être rendu plus vieux, peut-être quand je vais être rendu avec des enfants, mais c'est un film qui devait être fait, qui est une œuvre essentielle, qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. C'est très bien réalisé, puis c'est sincère. Je dirais que c'est un film sincère, vrai. En 7e position, vous le savez, j'aime beaucoup les films sanglants, un peu de série B, et c'est une suite que j'attendais avec impatience. Dead Snow 2, Red vs Dead, Neige Mortelle 2. Le premier film indépendant sorti comme en 2007-2008, pas indépendant, plus film à petit budget, film de Norvège, on sentait vraiment le cri d'amour. On sentait que Tommy Wirkola, qui est le réalisateur du film, aime beaucoup le cinéma d'horreur. On sait qu'il y avait des influences à Evil Dead, à Brain Dead, et ça a vraiment eu un succès, c'est devenu un film culte. Le premier est un film culte. Et là, Tommy Wirkola s'est fait offrir de réaliser Hansel et Gretel Witch Hunters, il y a à peu près 2 ans de ça. Le film, je sais pas s'il a marché, mais il y a beaucoup de monde qui n'ont pas aimé ça. Moi, j'ai adoré ça. Je trouvais que Tommy Wirkola a gardé son intégrité artistique avec ce film-là, et c'est vraiment amusant. C'est un film qui se prend pas au sérieux, mais je me suis vraiment amusé à écouter Hansel et Gretel Witch Hunters. Et là, il revient 2 ans plus tard. Je pense que c'était en 2012, donc 2014, il revient 2 ans plus tard, avec une suite un peu improbable. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait une suite à Dead Snow, mais heureusement il y en a eu une, et ça reprend là où les événements du premier se terminaient, et là on a un film d'horreur hyper sanglant,
absurde, politiquement incorrect. Ça me faisait penser à des films de trauma comme The Toxic Avenger. Brain Dead, je l'ai mentionné, c'est un film qui est vraiment gore et c'est drôle, je me suis vraiment amusé. C'est bon, le personnage principal, le survivant du premier, se fait comme greffer un bras de zombie nazi et là il éclate des têtes avec son bras, ça pisse de partout. Il y a des scènes de guerre entre les zombies nazis et bon, le personnage de Martin décide de forger une nouvelle armée avec l'armée rouge. Et là, à la fin, il y a une grosse bataille de zombies. Hey, c'est du gros fun noir pendant 1 heure et demie. Et comme je dis, c'est politiquement correct. Il y a des bébés qui se font sauter au tank. C'est ridiculement drôle. C'est pas pour tout le monde, c'est trash. Mais je me suis vraiment bidonné et amusé à regarder Dead Snow 2 Red vs Dead. Et vraiment, réalisation de pro pour le genre. On sent que même si il y avait peut-être pas nécessairement le budget qu'il fallait, Tommy Wirkola a assez de talent et on sent qu'il y a eu de l'expérience à réaliser Hansel et Gretel Witch Hunters parce que ça paraît dans Dead Snow 2. 7e position du décompte. 6e position, Scarlett Johansson, et non, c'est pas Under the Skin, c'est Lucy. Oui, je surprends peut-être certaines personnes parce que des gens ont dit c'est pas réaliste, ça ressemble à Limitless. Mais non, Limitless, c'était limité pour pas faire un jeu de mots plates. Mais Limitless, j'ai juste fait, ok, il y avait une idée intéressante, mais pas plus que ça. Lucy, c'est complètement déjanté. Luc Besson est de retour en grande forme. Le début, par exemple, est un peu cave parce que c'est du symbolisme à gros traits. Bon, le personnage de Lucy, Scarlett Johansson, entre dans un hôtel, elle sent qu'il y a une menace, puis là, on met des inserts de documentaires animaliers. J'ai comme fait, ok, bon, Luc Besson, on n'est pas stupide à ce point-là. Mais après ça, le film prend son rythme de croisière et on s'amuse. C'est vraiment un film qui est original, qui est super bien réalisé, vraiment monté admirablement. Les scènes d'action sont créatives, originales. Bon, pour ceux qui savent pas c'est quoi en fait, c'est bon, Scarlett Johansson ingère une drogue qui développe toutes les capacités de son cerveau. Les gens ont pas aimé ça, on dit que c'était trop poussé, mais moi je trouvais que ça ressemblait beaucoup à du cyberpunk. Pour ceux qui aiment les films comme Akira, Ghost in the Shell, j'ai trouvé que c'était la même chose, mais en vraie personne. Scarlett Johansson était parfaite pour ce rôle-là. C'est un film qu'on met un peu son cerveau à off, mais qui est aussi une expérience en soi. Vraiment, j'ai adoré ça. Le deuxième ex-aequo du décompte, c'est 2 films de la compagnie Marvel, Captain America 2 de Winter Soldier et Guardians of the Galaxy. Premier Captain America 2, j'ai été surpris par cette suite-là, c'est meilleur que le premier, l'histoire est assez sombre, les scènes d'action sont super bien exécutées. J'avais l'impression de regarder un bon vieux film des années 90, quand l'action c'était pas trop de CGI, les combats sont super bien chorégraphiés, poursuite de char, il y a vraiment une scène de poursuite de char vraiment nice dans ce film-là, et aussi, comme je disais, c'est un film assez sombre, les effets spéciaux sont ultra convaincants, c'est super léché, on y croit vraiment. Et le film dure à peu près 2 heures et demie, mais ça passe comme si ça dure 30 minutes. Je me suis super amusé à regarder Captain America 2. Et de l'autre côté, Guardians of the Galaxy, les Gardiens de la Galaxie, les personnages sont charismatiques, c'est 2 heures d'action pure, de gros fun noir, je me suis amusé. Groot et Rocket sont hyper attachants et j'espère qu'il va y avoir une suite pour les Gardiens de la Galaxie, je suis sûr que oui. Mais James Gunn a gardé son intégrité artistique. James Gunn a déjà travaillé pour la Troma, il a réalisé Roméo et Juliette. Il a fait aussi le film d'horreur Incision, qui est un petit peu sous-estimé, un film que je vous recommande fortement, mais il a gardé son intégrité artistique et ça paraît. C'est un film qui est vraiment léché, on sent que James Gunn connaissait son sujet, la bande sonore est merveilleuse, c'est juste des hits des années 70-80, et vraiment wow, écoutez ça, les 2 films de Marvel qui sont sortis cette année, Captain America 2, Gardien de la Galaxie, se méritent la 5e place. En 4e position, film, bon, je l'ai vu peut-être pas de la façon la plus légale qui soit. Bref, The Babadook. Film d'horreur, c'est le film d'horreur de l'année. Un film qui prend au trip, un film qui est viscéral. Pas un film qui a juste des jumpscares, juste pour mettre des jumpscares. On fait des sursauts, puis c'est juste un effet sonore. Non, c'est un film qui vient plus chercher, qui est comme, qui prend au trip. Parce que dans le fond, l'histoire, c'est une femme qui a perdu son mari en s'en allant à l'hôpital. Dans le fond, ils ont fait un accident de voiture. Et là, c'est une mère monoparentale qui est interprétée par Essie Davis, qui est remarquable. Honnêtement, c'est une performance digne d'un Oscar. Il y a beaucoup de gens qui le disent, et c'est vrai. Elle passe par
plein de gamme d'émotions et on y croit. Et plus le film avance, et là, elle commence à descendre dans la folie, parce que bon, elle et son fils trouvent un livre, le Babadook, et je veux pas aller dans l'interprétation, je veux pas vous en dire plus, je vais vous laisser voir le film, mais c'est un film qui a besoin d'être interprété, et c'est assez facile à interpréter, de comprendre le Babadook, qu'est-ce que c'est réellement, mais c'est un film intelligent, c'est un film qui fout la chienne, et c'est vraiment un film qui ressemble à The Shining. Pour vous donner un parallèle, ça ressemble beaucoup à The Shining, mais c'est un film qui se démarque beaucoup, c'est un futur classique de l'horreur, ça je le garantis, dans 20 ans on va encore en parler, excellent film australien, et la réalisation, c'est une réalisation exemplaire pour un film d'horreur. The Babadook, 4e position. Et maintenant, on rentre dans le top 3, troisième position, un film de science-fiction qui n'a pas eu une grosse sortie, mais qui est un film intelligent, un film d'anticipation qui va être un futur film culte, et c'est Snowpiercer, le transperce-neige, avec Chris Evans, Ed Harris. Dans le fond, l'histoire, en gros, c'est une gang d'ouvriers, ça se passe dans un train, donc c'est l'hiver, c'est l'ère glaciale, ça se passe dans un train, et ça va selon la hiérarchie. Il y a les ouvriers qui sont comme dans le fond du train, puis il y a les riches et les hauts placés qui sont en avant du train, et le big boss qui est Ed Harris en fait, et les ouvriers ils se font vraiment traiter comme de la merde de chien, et ils en ont assez, ils décident de starter une révolte, et là ça part un petit peu dans le côté de The Raid, c'est que ils décident de gravir tous les wagons du train pour se rendre au bout, pour aller détruire ça. C'est un film qui critique l'espèce humaine, c'est un film intelligent, c'est un film qui a beaucoup d'action, qui nous tient sur notre siège tout le long du film, et c'est imprévisible aussi, et ça n'a pas peur, c'est un film qui n'a pas peur du tout, même à la base il était censé avoir une sortie américaine assez large, mais le film était produit par les frères Weinstein, ils ont voulu qu'il y ait des coupures parce que ça allait trop loin, et le réalisateur, qui est un réalisateur sud-coréen, qui a réalisé un film de monstre qui s'appelle The Host, que je vous conseille fortement, a dit non, il a dit moi je garde le film tel que tel, et il a bien fait parce que c'est un pur chef-d'œuvre, et comme je dis, les scènes d'action sont vraiment cool, et quand les méchants paient, quand les hauts placés de la hiérarchie mangent la volée, on est satisfait, et c'est un film avec un cast international, avec des acteurs internationaux, autant les Asiatiques que les Américains, et ça fait du bien de voir un film de science-fiction intelligent comme Snowpiercer. 3e position. 2e position, j'ai glissé un petit mot dans Snowpiercer, c'est la suite de The Raid 2. Oh boy, Gareth Evans, merci d'exister, parce que le cinéma d'action irait vraiment mal sans toi. Honnêtement, c'est un film qui prend des ampleurs démesurées, dans le sens que là, le premier, c'était comme ça se passait dans un building. Iko Uwais montait les étages avec sa gang de policiers, il affrontait les méchants, c'était simple, mais les scènes de combat étaient malades. C'était juste tellement bien chorégraphié. Et ici, on tombe dans un film de gangster de 2h30, et ça arrive beaucoup. C'est une histoire qui est beaucoup plus complexe. Même Iko Uwais, à un moment donné, devient presque un second rôle. On focus sur un des fils de gangsters. Son personnage, c'est Ucho. Je sais pas le nom de l'acteur, mais il est formidable dans ce film-là. Et ça va dans une escalade de violence. Et le dernier tiers, c'est un exemple de film d'action. Tout le monde devrait regarder ce film-là. N'importe quel réalisateur qui veut faire un film d'action un jour, écoutez ça. C'est bien chorégraphié. Les scènes de combat sont complètement folles. Il y a une poursuite de voiture qui est une des meilleures poursuites de voiture que j'ai vues depuis des années. Il y a une scène de combat. Iko Uwais contre l'assassin, je vous en dis pas plus. Mais c'est une des meilleures scènes de combat que j'ai vues depuis belle lurette. Et c'est long, j'aime ça, les combats, ça étire, c'est bien, les angles sont cool. C'est dynamique, c'est bien réalisé, c'est bang in your face, c'est de la violence brutale. C'est pas Jackie Chan, c'est pas les films généraux de Jackie Chan, c'est de la pure violence, c'est un film qui rentre au poste. 2h30 de pur plaisir, ça passe vite. Et un maudit film de chinois. Non, ça là, allez-y, c'est bien meilleur que le 3/4 des blockbusters américains. Écoutez ça, de Raid 2, 2e position. Et mon grand numéro 1 de 2014, le meilleur film que j'ai vu en 2014, c'est un film qui a fait jaser beaucoup ici au Québec parce que ça a remporté le prix du jury au Festival de Cannes, et c'est Mommy de Xavier Dolan. Alors oui, le meilleur film que j'ai vu en 2014, c'est un film de Xavier Dolan. Au début, je trouvais que c'était un réalisateur assez prétentieux. J'ai pas aimé du tout J'ai tué ma mère et Les Amours imaginaires. Mais par la suite, il s'est pas mal amélioré. Et ici, on a son magnum opus. Dans 10 ans, quand on va parler encore de lui, on va probablement se référer à Mommy pour ceux qui veulent découvrir sa filmographie ou s'initier à Xavier Dolan. C'est un film qui est touchant, c'est un film qui touche certaines personnes parce
que bon, le personnage d'Antoine Olivier Pilon souffre de troubles de déficit d'attention avec hyperactivité, et Anne Dorval incarne sa mère là-dedans, et elle l'a pas facile. Il y a des scènes assez puissantes, assez ouf, ouais, ça te prend au trip là. Il y a des scènes où ce que on a peur qu'Anne Dorval se fasse tuer par Antoine Olivier Pilon tellement qu'il est un enragé, puis quand il pète ses crises, c'est hyper convaincant. Et bon, ils veulent demander l'aide à la voisine d'en face, qui est Suzanne Clément, qui est une ancienne enseignante qui a arrêté pour une raison qui reste obscure, mais il y a des pistes qui montrent pourquoi elle est comme ça, et est vraiment isolée, renfermée sur elle-même, et des fois elle pète des coches monumentales. Une scène qui est vraiment solide dans le film, maintenant elle pète une coche envers Antoine Olivier Pilon, et honnêtement, Suzanne Clément m'a foutu la chienne, j'ai chié quasiment dans mes culottes, elle avait vraiment une face de tu sais, genre, ok, tu veux pas te mêler à ça. Et bon, les trois comédiens, Anne Dorval, Suzanne Clément, Antoine Olivier Pilon, sont formidables, c'est exemplaire, c'est un masterclass d'acting. La réalisation de Xavier Dolan est riche en nuances, c'est un film qui est filmé en format Instagram 1:1. Au début, j'étais pas sûr. Je trouvais que c'était comme, bon, il fait ça juste pour le style. Mais non, il y a une raison précise pourquoi le film est en format Instagram. Et c'est une bonne chose. J'aime ça quand un film utilise le médium à bon escient comme ça. Et Xavier Dolan a compris. Il prend pas le spectateur pour un cave. Et c'est un film dont la fin est ambiguë, mais j'aurais pas vu la fin autrement. Et on ressort de la salle, je l'ai vu au cinéma, et on ressort de la salle chamboulé, renversé, et on se dit wow, c'était un peu chef-d'œuvre et c'est le meilleur film que j'ai vu en 2014. Alors voilà, c'était mes coups de cœur de 2014. Prochaine vidéo qui s'en vient, c'est les pires films de 2014. Et je peux vous dire tout de suite que ça va être une assez longue vidéo, mais c'est toujours bien le fun de blaster les films de merde. Alors voilà, mon nom c'est Alex Chabot, a.k.a. Le Chabotage. Soyez à l'affût.